Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau reconditionnement de machine qu'en l'occurrence vous avez sous les yeux ici. Donc alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer l'intérieur également de la machine, comme vous pouvez le voir ici. Alors du coup vous avez une carte mère socket 775 chipset G41 avec deux slots de RAM en DDR3. En l'occurrence, il y a deux barrettes de 2 Go en DDR3. Sous ce radiateur, un petit peu surdimensionné par rapport au processeur qu'il y a dessous, on a un petit Pentium Dual Core E6700 à 3 Go 2. Donc c'est du 1066 de FSB et c'est également, je crois, 2 mégaoctets de cache par cœur si mes souvenirs sont bons. Alors ici on a une petite carte graphique en dessous, c'est une carte graphique qui vient d'un Dell OEM, donc comme on peut le voir ici avec le fameux Rev A00, et également je crois que c'est marqué autre part aussi que ça vient de Dell. Voilà, là ici on a une étiquette très similaire à ce que l'on retrouve dans les PC de chez Dell. Pour le point ça va être un petit peu difficile. Et là on peut voir également, bon c'est pour faire simple, c'est une carte graphique ATI Radeon X1000 quelque chose, je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, à l'arrière, on a de quoi faire du double écran, donc soit du VGA ou du S-Vidéo. Les deux entrées sont couplées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas brancher un S-Vidéo et un VGA en même temps. Et on a ici une prise DVI qui permet de faire du double écran, donc avec deux écrans VGA, on met un petit adaptateur en D-Sub, voilà. Voilà, donc on a moyen d'avoir deux écrans derrière en D-Sub et un autre écran potentiellement en S-Vidéo. Donc deux écrans, vous m'avez compris. Donc du coup, en ce qui concerne la carte mère, c'est du Fujitsu Siemens que j'avais récupéré dans un ordinateur qui devait partir à la poubelle. Tout était bon à jeter, sauf la carte mère et le processeur et la RAM. Donc ici, vous avez la référence, donc c'est une Fujitsu Siemens D3041A11 GS3, très facilement trouvable sur internet, qui était montée notamment sur les Esprimo P2560, si ça vous intéresse de savoir. Donc un port PC Express 1X, un port PC Express 16X, et deux ports PCI en dessous. Alors si ça, vous pensez que c'est des ports pour du parallèle data, pas du tout. Le port de gauche, je n'ai aucune idée de ce que c'est, et le port de droite, c'est un port pour lecteur de disquette, sachant que un lecteur de disquette, j'en mettrai un plus tard, mais il ne sera pas branché, il servira uniquement à combler le trou en façade. Il faudra que je peigne la façade de sorte que ça fasse un peu moins moche. Et le disque dur ici, c'est un Maxtor Diamond Max 8 Serial ATA 1. Donc c'est du Serial ATA 150 mégaoctets par seconde en théorique, mais en pratique on est un peu plus bas. De 200 Go, 7200 tours par minute, qui fait un boucan pas possible, mais à la rigueur on s'en fout pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ici il y a un câble SATA branché en trop. Et alors, est-ce qu'il veut bien partir en vidéo? Non. Voilà, parfait. Donc, en effet, il y avait un clip de rétention. J'aurais dû y aller un petit peu plus prudemment. Mais sinon, en ce qui concerne derrière, donc voilà, vous avez les deux ports PS2 clavier souris. Ici, vous avez un port série RS232, donc un port comme ouais, RS232, VGA. RS232 qui est un protocole, d'ailleurs, c'est pas forcément le nom du port en lui-même. On a également 4 ports USB 2.0, un port Ethernet gigabit et les 3 ports pour l'audio. Sachant que si je ne m'abuse, c'est un audio Realtek intégré, tout comme la carte réseau qui est une Realtek intégrée. D'ailleurs, on peut voir ici qu'il y a de la rouille sur la grille à cet endroit-là. Il y a également de la rouille sur l'alimentation, qui est une alimentation que j'ai récupérée d'un PC HP qui avait pris la flotte. Mais c'est pas grave, ça fera un petit reconditionnement de PC comme vous le savez. Mais l'objectif de cette vidéo, pas forcément de vous montrer le PC en lui-même, surtout de vous montrer le système d'exploitation que je compte mettre dessus, donc c'est-à-dire Linux Mint. Linux Mint Cinnamon 19.3 qui est déjà installé sur le disque dur de 200 Go, et j'aimerais vous montrer un petit peu pourquoi est-ce que je considère que c'est l'une des meilleures distributions avec Manjaro XFCE et Fedora Gnome pour des débutants. Donc meilleure distribution Gnome pour les débutants Fedora, meilleure distribution XFCE pour les débutants Manjaro, et meilleure distribution Cinnamon pour les débutants Linux Mint évidemment en version Cinnamon 19.3 64 bits, toi-même tu sais. Alors, on va se poser le cul sur cette chaise, allumer le bousin et voir ce que ça donne. Je vais vous reprendre dans 2 minutes.
Profite pour vous montrer très rapidement à quoi ressemble le devant de la machine. Vous pouvez voir ici deux lecteurs Serialata, donc des lecteurs optiques qui font lecteur de CD, graveur de CD, lecteur DVD, graveur de DVD. Celui du bas supporte le Lightscribe, donc c'est-à-dire que vous pouvez faire de l'impression sur les disques. Il vous faut des disques compatibles Lightscribe, ce qui est assez rare à trouver de nos jours. Et ils font également les DVD double couche, donc c'est une plutôt bonne chose. Voilà, je mets ça pour combler des trous. Et là ici, en ce qui concerne le comblage de trous, ici viendra un lecteur de disquette blanc que j'aurais démonté parce que qui utilise encore un lecteur de disquette, surtout sur Linux. Déjà, Linux étant un univers un petit peu nouveau pour la plupart des gens, leur mettre un lecteur de disquette en plus, ils s'en serviront jamais, donc j'enlèverai l'électronique du lecteur de disquette, je ne mettrai que la façade et le frame à l'arrière pour pouvoir le visser. Voilà, donc je peindrai la façade en noir pour que ça fasse pas trop moche. Certains font ça au Sharpie, mais bon, j'ai de la bombe de peinture qui traîne, donc là on a un bouton Power énorme, un bouton Reset, qui d'ailleurs sur le Fujitsu sur lequel j'avais prélevé cette machine n'était pas câblé, mais là j'ai réussi à le câbler, donc le Reset est fonctionnel. Et sinon après tout le devant c'est une grille en mèche. Et je précise, le boîtier c'est un Maxine Power, qui est apparemment une filiale de Eden, de ce que j'ai compris. Quand j'avais récupéré ce boîtier, il y avait une alimentation Maxine Power, et en dessous il y avait une étiquette de chez Eden. Donc Eden et Maxine Power, c'est la même merde. Donc, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est un fabricant d'alimentation chinoise qui ne sont pas très qualitatives. D'ailleurs, j'avais gardé beaucoup de Advance et beaucoup de Eden pour faire des tests, mais vu que j'ai trouvé, entre les Be Quiet que j'ai trouvé, les Antec que j'ai trouvé et la Akaza que j'ai trouvé plus récemment, je n'ai gardé que la Advance 750 watts, tout le reste j'ai tout viré. Alors 750 watts c'est un 12 euphémisme puisqu'on est très nettement en dessous. L'autre fois j'avais fait un test avec une GTX 550 Ti et un Core i7 950 overclocké à 4 GHz. Franchement, dès que je faisais un stress CPU plus GPU, la machine se mettait à s'éteindre. Bon, assez de blabla, il nous faut du résultat. On va démarrer cette machine. 3, 2, 1, voilà. Donc, vous entendez la machine qui fait un léger bruit au démarrage. Nous allons nous positionner vers l'écran et nous allons couper le flash. Voilà. Comme ça, vous pouvez profiter de ce splendide boot de Linux Mint. Je propose aussi d'écouter. Voilà, donc là vous allez pouvoir écouter le disque dur. Je n'ai aucune idée de si vous l'entendez ou pas. Oui. Et je pense qu'on devrait toujours que dalle. En tout cas, peu importe, il fait un bruit de camionnette qui vient de démarrer. C'est absolument dégueulasse, mais bon, on s'en fout, ce sont des PC que je revends après 60 €. Alors, Linux Mint Login, voilà, qui vient de disparaître, parfait. L'ordinateur démarre, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, sachant que je vais vous montrer quelques petites modifications que j'ai faites, et des modifications qui ne nécessitent pas d'avoir fait Bac+3 Linux pour pouvoir être faites. C'est-à-dire que c'est vraiment des trucs qui sont très faciles à faire. Il n'y a rien de vraiment très sorcier pour arriver au résultat auquel je suis arrivé. C'est vraiment pas compliqué. Tout ce qui est compliqué en fait, c'est de comprendre comment ça fonctionne, mais vu qu'il y a un excellent tutoriel qui est intégré à la distribution, c'est-à-dire que quand vous démarrez la distribution pour la première fois, il vous donne plusieurs marches à suivre pour la personnaliser. Alors il vous dit d'activer TimeShift si vous voulez. Alors ça, TimeShift, c'est pas quelque chose que je recommande principalement pour les débutants, même si vous pouvez toujours le faire. Voilà, donc voilà à quoi ressemble le tutoriel. Donc là, en l'occurrence, je l'avais laissé simplement pour pouvoir vous le montrer. Donc il vous explique, voilà, bienvenue dans Linux Mint. Vous appuyez sur premier pas ici. Donc il vous propose TimeShift, il vous propose les pilotes, donc avec une splendide interface qui vous permet d'installer les pilotes. Mais vu que moi j'ai une carte ATI, il m'a installé les pilotes libres automatiquement, il n'y a aucun problème. Gestionnaire de mise à jour, c'est pareil. Gestionnaire de mise à jour qui n'a rien à voir avec celui de Linux, enfin de Linux Ubuntu en l'occurrence, et il me propose une mise à jour
noyaux, ce qui est assez intéressant. D'ailleurs, en ce qui concerne les noyaux, vous avez ici les préférences et vous pouvez ici choisir du coup, vous pouvez du coup faire les mises à jour automatiquement. Vous pouvez mettre une liste noire et puis vous pouvez faire l'automatisation des mises à jour. Et ça c'est une plutôt bonne chose. Je trouve quand même que c'est assez bien foutu et je trouve par bien des aspects que le gestionnaire de mise à jour de Linux Mint est meilleur que celui de Ubuntu de base. Donc je vais vous le relancer, histoire de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous avez également les vues ici, donc les colonnes visibles, type de paquet, ancienne version, nouvelle version, origine, taille. Donc je peux également voilà, vous montrer la taille. Et vous avez ici noyau Linux. Donc dans noyau Linux, qu'est-ce que vous allez pouvoir choisir? Vous allez pouvoir choisir votre noyau. Donc là en l'occurrence, alors ça vient de se fermer, splendide, très probablement parce qu'il est en train de me faire les mises à jour en arrière-plan. Voilà, bah c'est parfait. Voilà, il m'a installé le paquet. Donc, je vais retourner sur noyau Linux, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc il vous propose d'installer plusieurs noyaux. Donc c'est vraiment pas un truc qui est caché. Et en gros, ça c'est une fonctionnalité qui n'est pas présente sur Ubuntu. Donc du coup, vous pouvez sélectionner vos noyaux. Donc là, en l'occurrence, de base, le noyau 4.15 0.58 est préinstallé. Donc c'est le noyau du Ubuntu 18.04 LTS. Et vous pouvez installer, désinstaller les noyaux comme vous voulez. Donc là, en l'occurrence, si vous dites que c'est supporté jusqu'en avril 2023, là vous avez le noyau 4.18 qui est supporté jusqu'à la fin du mois. Et ici, vous avez le noyau 5.0 qui est supporté jusqu'en février 2020. Alors, généralement, j'utilise toujours le noyau intermédiaire parce que utiliser le dernier, c'est le noyau d'une disco dingo si je ne m'abuse. Et ça, c'est le noyau de la LTS qui commence un peu à se faire vieux. Voilà, il y a celui-là, donc très prochainement, il risque de passer au 4.19, ça va être sympa. Voilà. Donc ça, c'est quand même une fonctionnalité qui est très intéressante et qui est, je le précise encore une fois, intégrée à Linux Mint. Vous pouvez du coup après choisir votre agencement de bureau, donc entre traditionnel ou moderne. Perso, je suis plus traditionnel que moderne, étant fan de Cinnamon. Ici, vous avez également les paramètres du système que vous pouvez ouvrir si vous le souhaitez. Donc les beaux paramètres système de chez Cinnamon. C'est très très bien foutu et je vais vous montrer un petit peu plus ça en détail, je trouve. Mais c'est encore une fois, c'est bien pour les débutants d'avoir un système à la Manjaro qui permet d'installer et de désinstaller les paquets de langue de manière très facile. Alors, pour les puristes, c'est moche, ça fonctionnera pas correctement pour eux, mais pour les gens qui ont envie d'un truc simple, qui se disent juste merde, j'ai pas mes paquets de langue, j'ai pas LibreOffice en français, j'ai pas tout ce genre de choses là, je me dis merde, c'est con, bah là ils ont tout ce qu'ils veulent. Et vous pouvez également installer les, les paquets de langue si jamais vous avez besoin, il n'y a pas vraiment de gros problèmes à ce niveau-là, franchement. Donc là, du coup, il vous fait tout ça automatiquement. Et si jamais vous devez ajouter des langues, vous pouvez très bien le faire aussi. Ça, c'est vraiment. Alors, je ne vais pas m'y attarder non plus trop longtemps, mais vous avez. Donc voilà, donc par exemple ici, français, euro. Voilà, donc on peut très bien rajouter tout ça et ça sera automatiquement appliqué à tout le système. Si jamais il y a des applications qui manquent de qui n'ont pas la bonne langue, voilà, donc vous pouvez faire ça assez facilement, il n'y a pas vraiment de problème. Méthode de saisie, bon, c'est pas très intéressant, mais c'est relativement bien foutu encore une fois. Donc il vous explique quand même si jamais si jamais vous utilisez une langue étrangère, notamment pour écrire en chinois, il vous donne la marche à suivre. Ça, encore une fois, c'est assez sympa. Alors, il y a plein d'autres environnements de bureau qui proposent ça. Les notifications, j'aime bien la manière à laquelle les notifications sont gérées dans Cinnamon. J'aime bien aussi comment elles sont gérées sous XFCE et sous KDE. Mais sous GNOME, encore une fois, je suis pas trop fan de ce truc en haut. Bon, ça doit pouvoir se customiser, mais franchement, j'ai pas envie de perdre de temps. Affichage, bon, voilà, donc du coup, il nous fait clignoter l'écran pour la détection. Voilà, donc vous pouvez changer ici la résolution. Ça, c'est très basique, il n'y a rien de bon Bluetooth, c'est pas la peine que je vous montre le clavier non plus, couleur non plus, gestion de l'alimentation. Voilà, donc vous pouvez éteindre l'écran après l'inactivité. Bon, je trouve que c'est quand même assez faible. Il n'y a pas beaucoup d'options à ce niveau-là. Information système, voilà, donc vous pouvez voir en l'occurrence sur quoi je tourne.
E6700, 3 Go 2x2, 4 Go de RAM, 195 Go de disque dur, et c'est une carte graphique X300 ou X1550. Je dirais plutôt que c'est une X1300 au vu de la machine dans laquelle je l'ai prélevée. Souris pavé tactile, voilà, donc vous avez quand même pas mal de fonctions. Plus que sur Windows, vous pouvez avoir une accélération personnalisée, donc lente ou rapide. Ça, c'est une bonne chose, personnellement, j'aime bien. Vous pouvez changer la taille du curseur, c'est aussi sympa aussi. J'aime bien avoir des gros curseurs, moi perso. Délai du double clic, voilà, vous pouvez quand même changer pas mal de trucs. Pavé tactile, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Là, en l'occurrence, je le désactive. Mais ça ne change rien. Tablette graphique, bon voilà. Rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Utilisateur et groupe, vous avez encore un truc qui est assez bien foutu. Voilà, donc là, en l'occurrence, voilà, il me demande de l'ouvrir plusieurs fois. Voilà. Vous pouvez sélectionner les groupes dans lesquels ils appartiennent. Donc en gros, ça correspond plus ou moins au droit, en fait. Généralement, ça correspond au droit. Vous n'avez pas en fait beaucoup de choses qui changent. Mais ça, à la rigueur, on s'en fout un peu, parce que par défaut, c'est à peu près configuré. Il n'y a pas vraiment trop de choses à faire à ce niveau-là. Donc en ce qui concerne les applications préinstallées, vous avez principalement du matos de chez Cinnamon, donc notamment tous les accessoires, c'est principalement que du Cinnamon. Redshift est préinstallé pour la lumière bleue, accès universel. Freeplane est préinstallé par défaut, LibreOffice aussi, mais là du coup on va passer à un Flatpak car c'est plus intéressant en ce qui concerne l'utilisation d'avoir la toute dernière version de LibreOffice. Mais ça c'est quelque chose qui est totalement optionnel, que vous pouvez faire ou ne pas faire. Blender, GIMP, Inkscape, LibreCAD, Pinta, Simple Scan. Alors ça c'était préinstallé. Fadila Google Earth SecChat, c'était installé par moi. Thunderbird et Firefox préinstallés. Chromium Putty, QBitTorrent, Qtransmission et WhatsApp Desktop installé par moi-même. Programmation, Scratch et Squeak installé par moi-même. Son et vidéo, Handbrake ADN Live, VLC, Mediainfo, OBS Studio, Rhythmbox c'était préinstallé, Spotify sont été installés par moi. Algobox, Scratch, Scrillarium installé par moi. Et sinon, après tout, Gparty a été préinstallé par moi-même. Timeshift est préinstallé par défaut. Alors, franchement, emmerder les débutants avec Timeshift, j'en vois pas trop l'intérêt. Voilà, de leur proposer de faire un système de sauvegarde. Disons que, certes, Timeshift c'est très très bien foutu. C'est un excellent service qui est maintenu par je ne sais plus quelle boîte, mais je crois que c'est un truc de chez qui provient plutôt de l'univers Debian. Ah, donc, vous avez ici la Logitech de Linux Mint. Donc là, en l'occurrence, il est en train de nous installer LibreOffice. Voilà. Donc, il est en train de nous installer le Flatpak de LibreOffice version 6.3.0.4. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, la toute dernière version. Je peux également vous montrer donc du coup euh, tout, euh, tous les Flatpaks du coup que vous pouvez installer, qui sont le service Flatpak est préinstallé, donc vous n'avez pas vraiment à vous emmerder. Mais là, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de services propriétaires généralement. Voilà, donc en l'occurrence, vous avez, alors si on cherche un petit peu, voilà, bon, DP, je suis pas fan de ce truc-là, ça fonctionne mal et c'est mal foutu. Pinta, que vous pouvez installer donc la dernière version. Teams for Linux, FF Audio Converter, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Dropbox, DOSBox, AbiWord, Adobe Flash Player, Noise2SA. Ça, c'est un shooter qui avait été fait par un mec une fois que j'avais regardé ce que ça donnait, c'est pas mal du tout. Donc un shooter un peu frénétique, voilà, donc ça ressemble à ça, c'est assez chaud à prendre en main. Sinon après vous avez d'autres logiciels comme Zoom qui est un système de conférence, les cartes de GNOME, Gitter donc pour GitHub, SmartGit, Android Studio, Anydesk. Ça, ce sont des logiciels que l'on retrouve généralement sur le monde Windows, mais que là, du coup, grâce à Flatpak, on peut trouver sur quasiment toutes les distributions qui le supportent, c'est-à-dire 99% des utilisateurs peuvent profiter donc du coup de Flatpak. Qui est nettement meilleur que Snap, mais bon, ça, voilà, c'est un autre débat. Je ne préfère pas m'aventurer là-dedans. RetroArch, Stellarium, GNU Octave, Vim, voilà.
Rhythmbox, et nous en avons plein aussi, GTA Media Info, Visual Studio Code, Arduino IDE, et j'en passe des meilleurs, QBitTorrent, Chromium Base, Dolphin, Skype, qui est la version officielle, Google Play Music, c'est également un truc qui est plus ou moins officiel, voilà. Donc ça provient de chez Google, mais bon, OpenShot, Blender, Audacity, enfin bon, il y en a plein, Slack. Enfin bon, tout ce que je veux vous dire, c'est que toutes les applications dont vous aurez besoin, à l'exception de quelques petits trucs, voilà, donc, qui peuvent être résolus avec Wine, donc notamment vous pouvez très bien installer Wine. Alors là, qui est une version en l'occurrence un petit peu dépassée, vu que c'est la version 4.0.5. Nous sommes à la version 4.1 en staging, c'est-à-dire, alors staging, c'est pas de la bêta, mais c'est pas du stable non plus. De toute façon, Wine n'étant pas considéré comme étant quelque chose de stable, et même par défaut vous avez encore plus de paquets, donc là hors Flatpak vous avez encore plein de choix. Il n'y a pas vraiment de problème, en fait la liste euh, n'est composée que de logiciels de qualité, donc ça il n'y a pas trop de problème à ce niveau là. Pour continuer la vidéo, maintenant je vous propose du coup de lancer LibreOffice, qui est du coup la version Flatpak dorénavant. Donc du coup la dernière version. Vous allez pouvoir en profiter un petit peu pour constater la vitesse de l'ordinateur avec une distribution, on va dire, conçue pour les débutants, mais qui reste assez légère. Alors c'est pas super léger, c'est pas du OpenBox, c'est pas du LXQT, mais c'est quand même potable. Et c'est en tout cas plus léger que Maté, ça c'est évident. Voilà. Donc là, on peut très bien ouvrir un document et vous pouvez remarquer que c'est la toute dernière version de LibreOffice. Comme c'est marqué, si vous exécutez pour la première fois la version 6.3 de LibreOffice, voulez-vous découvrir ce qu'il y a de nouveau? Non, merci. Même si, pourquoi pas, ça peut être encore un test. Nous allons ouvrir le navigateur internet. Du coup, je peux bien vous prouver, voilà, c'est LibreOffice 6.3. Tout reste fluide malgré tout. Alors si pour vous sur la vidéo ça ne semble pas fluide, c'est tout simplement parce que la vidéo est tournée en 24 images secondes. Parce qu'on fait de la 4K 24 images secondes. Et ensuite après, voilà, vous avez tous les outils, LibreOffice est fonctionnel. Bon, je vais pas m'amuser à taper un document devant vous. Par contre, je vais m'amuser à vous montrer Firefox, voilà, donc qui est parfaitement aussi fonctionnel, comme vous pouvez le voir. On peut très bien alors, vous avez toutes les nouvelles fonctionnalités de LibreOffice. En l'occurrence, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en ce qui concerne la 6.3 et la 6.4 qui va bientôt arriver, c'est la prochaine. Donc comme ça, ce sera. Voilà. Vous avez encore beaucoup de trucs sympas qui sont proposés, c'est vrai que c'est vraiment cool. On n'arrête jamais le progrès, il n'y a pas de. Voilà. Donc, il nous parle des nouvelles polices, puis tout ce genre de trucs. On s'en fout, mais c'est intéressant. Donc, nous allons aller sur YouTube, histoire de voir comment est-ce que la machine se comporte. Nous allons prendre la toute première vidéo que nous pouvons voir sous nos yeux. Ah, donc, allons chercher par exemple, voilà, la toute première ici, on va pas se faire chier. Voilà. Même si je ne suis pas vraiment fan de foot, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse simplement, c'est d'augmenter la résolution jusqu'à 1080p, de mettre les statistiques avancées et de voir s'il y a des drops de frame. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y en avoir. Nous allons passer en full screen. Il n'y en a pas non plus. Je peux vous montrer ça si ça vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'est 1080p, 25 images secondes. Donc on va quand même s'intéresser. Alors, certaines distributions peuvent avoir du mal avec ces contenus-là. En l'occurrence, nous allons aller nous amuser à chercher une vidéo en 1080p 60 fps. Nous allons retourner sur la vidéo. Et non, là par contre, il y a beaucoup de drop de frame et ça se calme à nouveau. Donc je pense que la 1080p 60 fps, c'est à peu près jouable aussi. Il y a quelques légères saccades, mais franchement, ça va. Franchement, on peut pas se plaindre pour une machine que je vais vendre après 60 €. Linux Mint fait quand même du bon boulot, il n'y a rien à dire, c'est pas mal du tout. Et je précise, le Firefox est en français de base, je n'ai touché à rien à ce niveau-là. Et
d'ailleurs, c'est la dernière version de Firefox si ça vous intéresse, Firefox 68.0.2 pour Linux Mint. Donc vous avez également ici les notes de version si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu comment ça se passe. Mise à jour du 14 août, voilà. Vous pouvez voir un petit peu que tout est bien fonctionnel, bien fluide, et il n'y a pas de faute de goût. Je peux également vous montrer le gestionnaire de fichiers, qui est probablement la chose dont je suis le moins fan sur Cinnamon. Je trouve que c'est pas, ça ressemble beaucoup trop à ce qu'on a d'habitude. Je suis pas vraiment fan du truc. Système de fichiers, voilà, comme le disque dur est déjà monté. Voilà, donc là vous avez tous les différents répertoires. Donc voici comment est constituée une arborescence sous une installation de Linux classique. Donc là en l'occurrence c'est une base Debian. Et si jamais vous allez sur le réseau, voilà, vous avez le réseau Windows ici. Ça c'est comme sur n'importe quelle distribution. Voilà, comme si vous montez l'emplacement. Voilà, vous avez ici des raccourcis. Moi perso, je suis vraiment fan de ce truc-là. Et vous pouvez également déplacer tout le /home sur un autre disque dur. Ça peut se faire sans aucun problème. Excusez-moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense que on a tout vu. Donc Nemo, qui est le gestionnaire de fichiers par défaut de Cinnamon, mais bien évidemment vous pouvez le remplacer. Je n'en vois pas l'intérêt, mais vous pouvez toujours le faire. Les paramètres système, que je vais vous montrer aussi. Paramètres système sans rentrer dans les détails forcément, mais vous avez tout ce dont vous avez besoin. Tout est bien foutu, vous avez beaucoup d'options. Moi je trouve que alors pour vous donner mon avis très rapide, le gestionnaire de paramètres de Cinnamon est tout aussi bon que celui de KDE, tout aussi bon que celui de XFCE, tout aussi bon que celui de bon, celui de Maté, je le trouve un peu moins bien. Après, ça n'est que mon avis personnel. Par contre, il écrase à plat de couture celui de Gnome 3. Franchement, celui de Gnome 3 est absolument à chier. Et alors, autant en termes d'ergonomie, autant qu'en termes d'options, autant qu'en termes de personnalisation. Franchement, celui-là, c'est juste l'élite. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que celui d'XFCE, que celui de Cinnamon, que celui de KDE. Celui de KDE peut-être un petit peu trop chargé, c'est vrai. Mais celui de Cinnamon, il est bon. Un peu mieux que celui de Maté. Celui de Maté étant pas trop mal. S'il y a bien un truc qu'on peut pas trop critiquer sur Maté, c'est le gestionnaire de paramètres qui est potable. Franchement, ça va. Par contre, ce qui va pas du tout chez Gnome, chez Gnome 3 en l'occurrence, c'est le gestionnaire de paramètres, c'est vraiment une chérie. L'ergonomie est à chier, pas assez d'options. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout con sur Gnome. Il faut installer une application donc supplémentaire donc, qui s'appelle Gnome Adjustment, c'est produit par Gnome, je suis d'accord. Mais franchement, qui va se faire chier à. Donc là, en l'occurrence, je vais me déconnecter, je vais fermer la session, histoire de vous montrer un petit peu à quoi ressemble le lock screen également. C'est tout aussi intéressant. Donc voilà, vous avez ici un lock screen qui est assez beau, qui est aussi personnalisable. Vous pouvez très bien mettre des fonds d'écran. En haut, il y a marqué ici Linux Mint, le nom de la machine en l'occurrence. Là-bas, vous avez la date, l'heure. Donc ça ressemble à ce qu'on peut retrouver chez Gnome. C'est à peu près similaire enfin, non, pas chez Gnome, chez Unity en l'occurrence. Parce que Cinnamon, c'est un hybride entre Gnome 2 et les idées qu'avait Unity. En fait, en ce qui concerne les paramètres système, ça vient principalement de chez Unity. Il y a eu beaucoup d'inspiration. Sinon, après les icônes, c'est très similaire à ce qu'on retrouve sur Maté ou sur Gnome 2. Ça se ressemble. S'il y a bien un truc que Maté réussit, ce sont les icônes. Je suis bien fan des icônes de Maté. Par contre, chez Maté, il y a beaucoup d'autres choses que je n'aime pas. Mais bon, voilà. Ça, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo un jour. Je n'en ai aucune idée. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et si jamais vous avez des questions, un doute, un conseil, je serai là en commentaire pour vous. Voilà, donc voilà le fameux compte à rebours ici si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez très bien faire en sorte qu'il soit plus long ou plus court. Si jamais vous voulez que l'ordinateur s'éteigne automatiquement quand vous appuyez sur le bouton power à l'avant. Si jamais par accident vous avez appuyé sur le bouton, vous
pouvez toujours faire en sorte d'attendre un peu plus. Allez, salut à tous. Voilà, éteignons l'ordinateur. Alors, il y a un petit temps entre le moment où l'ordinateur commence à s'éteindre. Je considère ça qu'en fait le disque dur commence à gratter un peu plus tard, quelques secondes après qu'on ait cliqué, donc peut-être qu'il fait d'autres tâches, j'en ai aucune idée. Sur ce, à la prochaine.